Tout commence par un jour ordinaire lorsque Juillon se dirige vers l'école, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Alors qu'il lutte sous le poids de son sac monstrueux de 32 kg, la sueur coule de son visage et l'épuisement s'installe. Les tensions montent lorsque deux élèves, remarquant sa lutte, interviennent non pas pour l'aider, mais pour se moquer de lui, faisant semblant d'être un peu plus confiant. Pour offrir de l'aide, ils se moquent de lui, affirmant qu'ils rendront son sac bientôt. Juillon, serrant les sangles comme une mère protégeant son enfant. Cependant, la peur l'envahit. Lorsqu'il a refusé leur aide, ils l'ont arraché de force, profitant de ce moment pour le harceler. La peur. Ici, il se sentit envahi en réalisant que son sac avait disparu. Son esprit s'embrouilla, submergé par d'innombrables écrans flottants qui l'entouraient. Depuis un grave accident survenu dans son enfance, il était tourmenté par un flot d'informations sur Internet apparaissant devant ses yeux. Sur le mix de Wanted Voices dans ses oreilles, leurs mots s'enfonçaient profondément dans son esprit, le submergeant. Son STU. L'estomac se tord et sa tête a l'impression d'être sur le point d'exploser. Enfin, le garçon laisse tomber son sac devant lui, gémissant à propos de son poids ridicule. Il expire profondément, comme s'il venait de survivre à une expérience de mort imminente. S'il perdait un jour ce sac, revenir à l'école serait une cause perdue. Après tout, ce n'était pas juste un sac d'école, c'était un poids mort, un bouclier bloquant les signaux sur son dos. Dans la salle de classe, Juillon était assis tranquillement à son bureau. Un lourd sac à dos était affaissé à côté de lui. Perdu dans sa playlist, il noyait le monde jusqu'à ce que Giso apparaisse, agitant la main devant lui et lui offrant une collation. Elle le remercia pour ses commentaires sur sa miniature, mentionnant qu'elle l'avait mise à jour selon ses suggestions, et maintenant ses vues explosaient. Cependant, alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'écran de son téléphone devant lui, la confusion s'installa. Sa connexion Internet était soudainement coupée. Il y a à peine quelques instants, tout fonctionnait parfaitement, mais maintenant, rien ne se chargeait. Pendant ce temps, il se déplaçait mal à l'aise, ressentant la douleur dans son dos à cause du poids de son sac à dos. Elle continuait à discuter, le louant avec désinvolture, lui faisant réaliser qu'il regardait peut-être beaucoup de YouTube après tout, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Avant de partir, elle l'invita à rejoindre le club de diffusion, qualifiant cela de la romance de la vie scolaire. Pour un clochard autoproclamé comme lui, le romantisme était un concept étranger, quelque chose de lointain mais intriguant. En vérifiant sa propre connexion Internet et en voyant un message d'erreur, il prit sa décision. Il était temps d'aller dans un endroit qui lui convenait mieux. Sur le site de démolition, Juillon était assis à l'intérieur de l'excavatrice, enfin capable de poser son lourd sac. Le bruit assourdissant des machines noyait le flot écrasant d'informations sur Internet, lui permettant un rare moment de paix. Ici, des voix étranges à peine l'atteignaient. Ce n'est que pendant la démolition qu'il se sentait normal. Si seulement quelqu'un pouvait complètement rénover son esprit, pensa-t-il. Pendant ce temps, les autres ouvriers se détendaient, sirotant leur boisson en canette. Alors qu'il le regardait travailler. Voir un si jeune garçon manœuvrer l'excavatrice avec autant de compétences les a surpris. L'un d'eux a même réfléchi que si Juillon n'était pas à l'école, il l'embaucherait sur le champ. En manœuvrant l'excavatrice, Juillon réfléchissait à pourquoi il avait choisi cela. Emploi. Le salaire horaire élevé était certainement un facteur, mais plus important encore, cela lui permettait de tester son aptitude inhabituelle. Son pouvoir ne se limitait pas à voir ou entendre des données Internet, il pouvait réellement les utiliser. En termes simples, au lieu de regarder une vidéo YouTube, il se concentrait suffisamment pour pouvoir télécharger et reproduire tout ce qu'il voyait. Bien sûr, pour l'instant, cette compétence était limitée à l'opération d'excavatrice. Alors que le soleil se couchait, il reçut son paiement du chef de chantier pour le dur travail de la journée. Incluant la tête en signe de gratitude, il l'accepta. Cependant, le capitaine a ensuite posé des questions sur sa scolarité. Pris au dépourvu, Juillon a hésité avant d'admettre qu'il prévoyait de quitter l'école bientôt. Le capitaine était surpris, mais a écouté Juillon expliquer qu'il pense que casser du béton est plus précieux que d'utiliser son cerveau. Le capitaine n'était pas tout à fait d'accord. La vie scolaire ne pouvait pas être détruite aussi facilement qu'un bâtiment. Il conseilla à Juillon de ne pas prendre de décision hâtive. Juste à ce moment-là, une odeur étrange remplit l'air. Le pré. Quiconque pouvait réagir, ils se retournèrent pour voir un bâtiment englouti par les flammes. Le capitaine siffla immédiatement, signalant aux travailleurs. Il ordonna à quelqu'un d'aller chercher un extincteur dans leur bureau et à un autre d'appeler la caserne de pompiers. Pendant ce temps, Juillon restait figé, fixant la structure en flammes. Quelque chose au sujet du feu semblait étrange. Le bâtiment était censé être vide, mais soudain, il aperçut une ombre se déplacer près d'une fenêtre. Réalisant que quelqu'un était à l'intérieur, il prit une décision en une fraction de seconde. Il courut vers le capitaine, demandant avec urgence les clés de l'excavatrice. Son sérieux surprit le capitaine, mais il les lui remit. Des rêves d'aide résonnaient des fenêtres alors que de plus en plus de personnes s'assemblaient, paniquées et appelant les services d'urgence. Au milieu du chaos, Juillon, maintenant aux commandes de l'excavatrice, s'approcha prudemment du bâtiment en flammes. Mais quelque chose semblait étrange. Si l'on regardait de près, on remarquerait que la pelle de l'excavatrice n'était pas dans son état d'origine, elle était retournée.
Le capitaine, observant sur le côté, réalisa soudain ce que Juillon avait fait. Il avait ajusté la position de la pelle, se préparant à quelque chose de risqué. Juillon monta alors sur le bras de l'excavatrice, appelant le capitaine à l'aide. Suivant l'exemple de Juillon, le capitaine l'a aidé à se soulever, le rapprochant de la fenêtre. À l'intérieur, Juillon vit une mère terrifiée tenant un bébé. À ce moment-là, un souvenir douloureux le frappa, un accident tragique de son passé. Il se remémora un terrible accident de voiture, des véhicules engloutis par les flammes, sa mère blessée essayant désespérément de le protéger. Il avait pleuré, refusant de quitter son côté, mais alors un homme l'avait saisi, le poussant loin juste avant que la voiture n'explose. La vision l'a submergé, sa tête battait, son corps tremblait au sommet du bras de la pelleteuse. Revenant à la réalité, il se força à se concentrer. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre mourir devant lui. Les cris du bébé alimentaient sa détermination, et malgré le danger, il sauta dans le bâtiment en flammes. Le capitaine cria par inquiétude, et les spectateurs poussèrent des soupirs de peur alors que les flammes s'intensifiaient. Juillon agissait rapidement. Il a d'abord aidé la mère à monter sur la pelle. Elle hésita, inquiète pour son bébé, mais il la rassura avant de lui placer doucement l'enfant dans les bras. Elle étreignit l'enfant fermement. Alors que Juillon était perché sur le rebord de la fenêtre, prêt à sauter pour sa sécurité, le capitaine loua son courage, lui conseillant de se dépêcher. Une vague de triomphe l'envahit, il venait de réaliser un sauvetage audacieux, sauvant 2 vies. Juste au moment où il s'apprêtait à sauter, une soudaine explosion de flammes le déséquilibra. Il glissa, son corps se penchant en avant, et avant qu'il ne puisse réagir, il tombait. Instinctivement, il s'accrocha au bord, mais la structure affaiblie céda. Les traces se propageaient rapidement le long du mur, et dans l'instant suivant, il plongea vers le bas. Alors que Juillon chutait vers le sol, une tempête de pensées traversait son esprit. C'était ainsi que sa vie allait se terminer. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était une vie normale, et pourtant le voilà, tombant sans défense. Une étrange sensation de confusion obscurcissait son esprit, comme s'il était déjà mort ou piégé dans une sorte de rêve. Avant qu'il ne puisse saisir ce qui se passait, son environnement changea. Il ne tombait plus, mais flottait dans un vide infini. Une lumière brillante perça l'obscurité, le forçant à plisser les yeux. Soudain, un écran se matérialisa devant lui, diffusant une vidéo, son propre récit se déroulant à l'écran. Une vague de colère monta en lui. Quelqu'un était derrière cela, mais pour quelle raison? Puis, une voix inconnue résonna à partir de l'écran. Un homme étrange apparut, se moquant de lui avec une expression satisfaite. Plus Juillon essayait de comprendre la situation, plus la voix le taquinait, l'irritant sans fin. Sa tête battait alors que la confusion et la frustration l'envahissaient. Et puis, son cerveau se matérialisa juste devant ses yeux. Juillon se tenait la tête fermement alors qu'une douleur insupportable le traversait. La voix provenant du cerveau s'exprima d'un ton condescendant, affirmant qu'elle avait rencontré d'innombrables humains auparavant, mais n'avait jamais vu un aussi idiot que lui. Une personne ayant le pouvoir de changer le monde, et pourtant tout ce qu'il faisait était de démolir de vieux bâtiments en ruine, trouvant cela stupide. La douleur s'intensifia alors que Juillon tomba à genoux, tout son être tremblant sous le poids des mots, maudissant son propre cerveau. La voix resta imperturbable, se demandant à voix haute s'il céderait sous la pression ou s'il ferait enfin un pas en avant. Sans attendre de réponse, elle déclara qu'elle partagerait sa force avec lui. Puis, l'entité se présenta comme un courant, la dernière graine d'Yggdrasil. Un éclair frappa Juillon en un instant, inondant son corps d'une force écrasante, puis tout devint noir. Plus tard, Juillon fut découvert par l'équipe de secours. Miraculeusement, malgré tout ce qu'il avait vécu, il se réveilla complètement indemne. Les médecins, après un examen approfondi, n'ont trouvé aucune blessure et l'ont libéré. C'était comme si rien ne s'était passé. En marchant vers l'école le lendemain, il ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Sa capacité avait changé. Avant, il ne pouvait entendre que des données et des voix, mais maintenant, il pouvait les voir. Depuis qu'il s'est réveillé à l'hôpital, des vidéos flottantes ont commencé à apparaître devant lui, diffusant les clips YouTube préférés de tout le monde. Cependant, il a choisi de les ignorer, refusant de laisser la curiosité prendre le dessus. De retour en classe, sa routine a repris comme d'habitude. Il a atteint son bureau, son lourd sac le pesant, et a soupiré de frustration. À ce moment-là, la cloche de la première période a sonné et l'enseignant est entré dans la salle. Les élèves se sont redressés sur leur siège alors que l'enseignant faisait une annonce. L'enseignant a annoncé l'arrivée d'une nouvelle élève, Minseo, et a demandé à la classe de l'accueillir. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, un murmure s'est répandu parmi les élèves. Un garçon assis près de Ju Yeon l'a poussé du coude, visiblement impressionné, émerveillé par sa présence. Mais Ju Yeon ne se concentrait pas sur son apparence. Ses yeux se sont écarquillés de choc, juste devant lui, un flottement. Le lecteur vidéo est apparu en affichant un message d'accès refusé.
Son cœur battait la chamade. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Comme s'il avait ressenti son regard, Min Seo jeta un coup d'œil dans sa direction et une nervosité inexplicable s'empara de Juyon. Alors que Juyon était assis en classe, il ne pouvait pas se défaire de la réalisation que pendant que tout le monde faisait défiler YouTube sans réfléchir, regardant des vidéos qui les intéressaient, il voyait quelque chose de complètement différent. Il pouvait automatiquement voir les vidéos qui représentaient les intérêts des gens. D'un simple coup d'œil, il pouvait en apprendre sur n'importe qui à travers les vidéos flottant autour d'eux comme des hologrammes étranges. Mais quelque chose chez elle était différent. Le lecteur vidéo de Min Seo était toujours verrouillé, affichant le même message d'accès refusé. Contrairement aux autres, il ne pouvait rien voir à son sujet. Rien que cela le rendait mal à l'aise. Pendant ce temps, le professeur a demandé à Seo de se présenter. Elle hésita un instant avant d'admettre qu'elle était un peu nerveuse. Sa réponse surprit la classe, et même le professeur avait l'air inquiet, se demandant ce qui la rendait mal à l'aise. Mais ensuite, elle balaya rapidement cette préoccupation d'un sourire timide avant de désigner hardiment son uniforme. Comme il était juste inconfortable de bouger dedans, ajouta-t-elle en bombant légèrement le torse. Les garçons de la classe se redressèrent immédiatement, intrigués par sa confiance, tandis que Juyon restait distrait par la sensation étrange dans son ventre. Pourquoi était-elle la seule dont les vidéos étaient verrouillées? Pensa-t-il. Alors qu'il continuait à regarder, perdu dans ses pensées, Seo se tourna soudainement pour lui jeter un coup d'œil. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde. Pris au dépourvu, Juyon détourna la tête si rapidement qu'on aurait pu le prendre pour un exorcisme tout en essayant de rester naturel. Une fois le cours terminé, Juyon resta à son bureau, essayant encore de comprendre la situation étrange. De loin, il regardait en reposant son menton sur sa main. Seo avait pratiquement été englouti par une foule de filles excitées. Une fille, fascinée par les cheveux blonds de Seo, tendit la main pour les toucher. Mais Seo recula immédiatement, secoua la tête. Elle leur dit de ne pas venir derrière elle, disant qu'elle était un peu sensible. Puis, comme si elle ressentait son regard, Seo jeta de nouveau un coup d'œil dans sa direction. À la desk de Juyon, Jésus avait également remarqué la nouvelle élève transférée. Elle admirait la beauté de la PDG, s'imaginant déjà à quel point ce serait formidable si elle rejoignait le club de diffusion. Si elle filmait des vidéos avec elle, cela rendrait Jésus encore plus populaire, pensa-t-elle. Juyon, encore mal à l'aise, a commenté que Seo semblait un peu étrange. Jisoo a ri de cette remarque, insistant sur le fait qu'elle était jolie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la pièce, les filles qui discutaient avec Seo ont pointé Juyon du doigt. Ils lui ont dit de ne pas s'occuper de lui, disant qu'il était un total solitaire. Tout ce qu'il faisait, c'était s'accrocher à ce sac étrange qu'il avait, et si quelqu'un le touchait, il devenait complètement fou. En entendant cela, les yeux de Seo se plissèrent légèrement. L'histoire du sac de Juyon avait éveillé sa curiosité. Jésus montra avec enthousiasme à Juyon une vidéo YouTube qu'elle avait trouvée. Le titre était « Un élève de lycée sauve une personne à l'aide d'une pelleteuse ». Comme elle l'a exprimé, la personne dans la vidéo ressemblait étrangement à Juyon. Elle l'a souligné, notant que la vidéo avait été téléchargée lorsque Juyon était absent de l'école, supposément à cause d'une blessure. L'esprit de Juyon s'emballa, qui aurait pu filmer cela. Sa suspicion immédiate se porta sur M. Kim. Secoue l'idée, il nia rapidement toute implication, disant que cela ne pouvait jamais être lui. Jésus hocha la tête en accord, faisant remarquer avec désinvolture que quelqu'un comme lui, qui détestait s'impliquer dans les affaires des autres, ne ferait jamais quelque chose d'aussi héroïque. Avant que Juyon puisse répondre, une voix derrière eux interrompit leur conversation, demandant si c'était vraiment lui en regardant aussi la vidéo. Juyon se raidit et se tourna pour voir Seo juste derrière lui, son expression indéchiffrable. Son estomac se noua de nervosité. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'approcha et sa respiration se bloqua lorsqu'il sentit sa main se poser fermement sur son épaule. Puis d'une voix basse, elle lui demanda combien de temps il comptait le garder caché. Et sans attendre de réponse, elle lui dit de la suivre silencieusement, tandis qu'il la regardait sortir de la classe avec son énorme sac de monstre. Son sac n'était pas à côté de son bureau. Une sueur froide perla sur sa peau. Ses mains se portèrent à sa tête dans un accès de panique, sa réaction surprenant Jésus. Sans réfléchir, il s'élança hors de la salle de classe, courant dans le couloir aussi vite qu'il le pouvait. Sa respiration devint saccadée, mais il ne s'arrêta pas. Alors qu'il sprintait devant les étudiants, leur lecteur vidéo flottant apparaissait, remplissant sa vue de nombreux clips YouTube. Il essaya de les ignorer, baissant la tête et se concentrant sur le chemin devant lui. Enfin, il atteignit la salle d'informatique. Sa poitrine se soulevait alors qu'il se tenait à la porte, haletant. Seo était là, debout près de la fenêtre. Son sac était posé sur le rebord de la fenêtre à côté d'elle. Il se tourna vers lui, son expression calme, et désigna son sac comme un sac à dos radio. Le cœur de Juyon battait à tout rompre dans ses oreilles. Il voulait demander pourquoi elle faisait cela, mais avant qu'il puisse même ouvrir la bouche, elle parla à nouveau. « À partir de maintenant, tu devras porter quelque chose de bien plus lourd, » dit-elle. Et sur ce, elle saisit son sac et le jeta par la fenêtre.
La voix de Juyon déchira l'air alors qu'il criait de peur, son corps figé sur place, la terreur s'abattant sur lui comme une vague gigantesque. Dehors. Sur le terrain de l'école, des garçons jouaient quand une soudaine explosion d'impact attira leur attention. Quelque chose s'était écrasé au sol, de la fumée s'élevant de là. La peur les saisit alors qu'ils levaient les yeux vers le bâtiment, réalisant que ce qui était tombé venait d'en haut. Retour à l'école. De retour dans le laboratoire informatique, Juyon était à genoux sur le sol, se tenant la tête tandis que Sio se tenait au-dessus de lui. Sa voix était calme mais glaçante alors qu'elle révélait la vérité. Il avait la graine d'Idressel dans la tête. Elle continua, expliquant que la graine, selon les désirs de son propriétaire, était une source de connaissance absolue. Si l'on désirait le pouvoir, elle devenait une arme dévastatrice. Si l'on cherchait la connaissance, elle offrait une compréhension illimitée. Si l'on désirait le pouvoir, elle prenait la forme d'une couronne. Elle fournissait même une capacité artistique sans limite. Cependant, après avoir satisfait les désirs de son propriétaire, elle finissait inévitablement par dévorer la personne qui l'utilisait. À travers l'histoire, chaque fois que le monde a été confronté à une catastrophe, la graine en avait été au centre. Juyon, tenant toujours sa tête, refusait de l'accepter. Il soutenait qu'une telle chose ne pouvait pas être en lui. Léo, indifférent à son déni, lui a conseillé de ne pas faire semblant qu'elle pouvait tout voir. À la réalisation qu'elle pouvait percevoir à travers ses capacités, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait, il est choqué. S'avançant, elle lui a relevé le menton avec ses doigts, son expression indéchiffrable. Normalement, quelqu'un comme lui serait classé comme une cible à éliminer dès sa découverte, expliqua-t-elle. Cependant, les supérieurs avaient choisi de lui donner une chance. Juyon était complètement perplexe. Il ne pouvait pas comprendre à quelle chance elle faisait référence. Sans répondre, Ciel prit un CD sur la table. Puis, d'un regard perçant, elle le brisa en 2 morceaux irréguliers, le tenant en main. D'un côté comme une lame, elle se lança vers lui sans hésitation. Juyon n'eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne lui tranche la poitrine. Il recula, le cœur battant, réalisant qu'elle ne bluffait pas. Seo a cliqué sa langue de déception. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, elle se jeta à nouveau. Cette fois, son attaque lui entailla le bras, le faisant grogner de douleur. Alors qu'elle recula, elle poussa un soupir de frustration. Agacée par son uniforme restrictif, elle retira rapidement la couche extérieure sans hésitation, révélant son corps tonique vêtu de vêtements de sport en dessous. La respiration de Juyon devint irrégulière. L'air avait changé. Elle devenait sérieuse. Dans une tentative désespérée de l'arrêter, il leva les mains et admit qu'il avait des capacités étranges. Mais il insista sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec le combat ou le pouvoir. La seule chose qu'il savait faire, c'était conduire une excavatrice, rien de plus. Seo, peu impressionnée par ses excuses, sourit avec dédain. Elle voulait des preuves. Avec un éclat perçant dans les yeux, elle attaqua à nouveau. Cette fois, le CD effilé trancha sa joue. Juyon esquiva à peine à temps, trébuchant en arrière, son esprit enregistrant enfin la terrifiante vérité. Seo était essayant de le tuer. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. La seule chose dans laquelle elle excellait était de tuer des gens. Alors qu'elle avançait pour frapper à nouveau, les pensées de Juyon s'embrouillaient dans la panique. S'il n'agissait pas maintenant, il allait mourir d'une mort très stupide. Essuyant le sang de sa joue, son regard se tourna vers la porte ouverte. S'enfuir semble être un choix de vie solide en ce moment, pensa-t-il. Avant même qu'il puisse agir, la voix de Seo trancha l'air comme une lame. S'il s'enfuit et qu'elle le rattrape, il passera le reste de sa vie comme un rat de laboratoire. Son corps se figea par instinct, un frisson glissa le long de sa colonne vertébrale, et pendant un instant, il pesa sérieusement ses options. Sa voix trembla alors qu'il tentait de raisonner avec elle. Il n'avait besoin ni de pouvoir, ni de connaissances, ni d'art. Il ne savait rien. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner de l'argent en travaillant comme opérateur d'excavatrice et vivre une vie normale comme tout le monde. Le sourire de Seo s'élargit. Répétant le mot normal, elle se moqua. « C'est impossible, dit-elle. Tant qu'il avait ce pouvoir, il finirait toujours par en vouloir plus. » C'était la cupidité humaine. Juyon ne pouvait que la regarder, confus et terrifié une fois de plus. Avec une irritation croissante, Juyon a finalement craqué. Sa frustration a éclaté comme un barrage qui se brise, sa voix perçant l'air tendu en disant à quel point elle peut parler de cette manière si facilement, à cause de cette étrange capacité. Il avait été contraint de porter son sac comme un monstre à l'école chaque jour. Il n'avait jamais réussi à se faire un véritable ami, craignant de leur causer des ennuis. Il peinait à garder un emploi à temps partiel, juste pour pouvoir vivre normalement. Tordu par la colère, et pour la première fois, Juyon fixa le PDG avec une pure défiance. Sa voix tremblait de rage alors qu'il avertissait de ne pas le toucher. Il ne resterait pas là à se laisser faire. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le moi savoir. Si elle le poussait davantage, il riposterait. Au moment où ces mots sortirent de sa bouche, quelque chose changea. La fenêtre d'erreur de CIO se brisa. Juyon serra les poings, son corps entier tremblant. Il voulait l'intimider pour la faire reculer, pour lui faire comprendre, mais Seo restait impassible.
Au lieu de cela, elle plissa simplement les yeux et, avec son obstination habituelle, continua à le provoquer pour qu'il montre maintenant sa capacité. Ces mots n'ont fait qu'attiser la fureur de Juillon, mais avant qu'il ne puisse réagir, quelque chose d'étrange se produisit. Maintenant que sa fenêtre d'erreur était brisée, sa capacité se manifesta à nouveau. Lui apparaissant en un clin d'œil étaient les vidéos YouTube préférées de Seo, et chacune d'elles était un combat. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'y avait pas de temps pour le traiter. Seo se jeta à nouveau sur lui, mais cette fois, il bougea. Pensant à quel point elle osait brandir un couteau contre une personne désarmée, son corps réagit instinctivement. Au lieu de reculer, il se déroba sur le côté, évitant de justesse la lame. Puis, sans réfléchir, il riposta. Saisissant son épaule, il utilisa son élan contre elle. D'un mouvement rapide, il la souleva du sol, et dans l'instant suivant, Xiao fut projeté au sol. Juillon ressentit une étrange colère brûler en lui. En ouvrant les yeux, d'innombrables lecteurs vidéo clignotaient autour de lui, inondant son esprit de vidéos de combat. C'étaient les mêmes vidéos qu'il avait déjà vues autour de Seo. La sensation écrasante s'est infiltrée dans sa conscience, le forçant à se saisir la tête dans la confusion. De retour dans le présent, il se retrouva engagé dans un combat avec Seo. Que Juillon avait enfin montré son vrai visage. Elle s'est approchée rapidement, saisissant sa tête et verrouillant son cou avec son bras. Juillon l'a repoussée avec force, se libérant. Seo a admis avec désinvolture qu'elle était à quelques instants de lui briser le cou. Étonné, il s'est tenu la gorge, réalisant qu'elle ne plaisantait pas. Avait en réalité voulu le tuer. Il devait se ressaisir. Alors qu'elle s'avançait avec le couteau, il se força à se concentrer, non pas sur la lame, mais sur ses mouvements. Cette fois, il réussit à bloquer son attaque. Mais Seo ne fit que ricaner, laissant entendre que sa défense ne le sauverait pas. S'il voulait survivre, il devait faire plus que simplement bloquer. Il devait riposter. Saisissant une ouverture, Juillon attrapa son épaule et abaissa violemment son haut du corps, poussant son genou vers le haut dans une contre-attaque décisive. À ce moment-là, il réalisa qu'il pouvait réellement utiliser le Krav Maga. Il avait enfin mis fin au combat. Il se reprit alors que Seo s'inclinait légèrement, semblant reconnaître son talent. Mais juste au moment où il pensait que c'était fini, elle se jeta sur lui avec un sourire diabolique. Complètement pris au dépourvu, il trébucha alors qu'elle lui balayait la jambe, le faisant s'effondrer au sol comme un sac de regrets. Et comme si cette humiliation ne suffisait pas, elle se précipita immédiatement pour lui donner un coup de pied brutal à la tête. Il réussit à peine à se décaler, évitant de justesse le coup. Seo saisit alors un fil dans les environs, se tenant devant lui alors qu'il était étendu. Sur le sol, ressemblant davantage à une poupée de chiffon abandonnée qu'à une combattante. Enroulant le fil autour de sa main avec une calme inquiétante, elle se moqua, faisant remarquer que s'il prévoyait d'abandonner maintenant, il valait mieux qu'il lui épargne des ennuis et meure. S'approchant de lui, elle tendit un piège, laissant entendre que cette lutte pathétique de sa part se terminerait de la manière la plus désagréable qui soit. L'esprit de Juillon s'emballa. Il s'imaginait le fil se resserrant autour de son cou, sa vision s'obscurcissant. La panique l'envahit. À ce moment-là, la seule chose dont il pouvait se souvenir était de jouer à Shastag enfant. Ses instincts lui criaient de faire la seule chose qu'il avait maîtrisée depuis son enfance, courir comme un fou. Revenant à la réalité, il s'élança hors de la pièce, laissant derrière lui les débris du laboratoire presque détruit. Joe le regarda fuir, décidant que s'il était attrapé, il mourrait. Juillon traversa le hall à toute vitesse, poussant des étudiants stupéfaits qui n'avaient à peine le temps de réagir. Ses poumons brûlaient, ses jambes le faisaient souffrir, mais s'arrêter n'était pas une option. Sa seule mission était d'échapper à cette folle avant qu'elle ne le transforme en une histoire à raconter. Alors qu'il marquait une pause en pleine course pour reprendre son souffle, un soulagement l'envahit, il l'avait perdu. Mais ce soulagement fut de courte durée, une présence terrifiante se profilait derrière lui. En se retournant, il vit Seo se précipiter vers lui tel un lion féroce. Son cœur a failli s'arrêter. Sans hésiter, il se précipita vers les escaliers. La voix de Seo résonnait dans ses oreilles, lui rappelant qu'elle avait averti de ne pas s'échapper. S'il ne voulait pas vivre comme un rat de laboratoire, courir ne suffisait pas. Il avait besoin d'un vrai plan. Tout en courant dans les escaliers, il essaya de fouiller son esprit à la recherche d'informations utiles. Cette fois, toutes les vidéos étaient vides, la peur avait complètement pris le contrôle. En atteignant une porte, il se précipita à l'intérieur et la verrouilla immédiatement derrière lui, haletant. Pendant un bref instant, il se sentit en sécurité. Mais en se retournant, son estomac se noua, il n'était pas seul. 3 gars étaient à l'intérieur, en train de fumer. Ils se moquaient de lui, les yeux brillants d'amusement. Pour la première fois de sa vie, les intimidateurs n'avaient jamais été aussi bienvenus. Les larmes aux yeux, il s'excusa. Alors que les garçons essayaient d'intimider Juillon en l'assaillant de questions, il tomba à genoux devant eux. Ses yeux étaient fixés sur eux, non par peur, mais parce que son système affichait leurs vidéos YouTube préférées. Un des garçons, celui avec une coupe de cheveux étrange, l'a surpris en train de regarder et a immédiatement réagi, lui avertissant de ne pas le faire s'il tenait à sa vie.
Avant que quiconque puisse réagir, la porte s'est soudainement ouverte en grand. Seo est entré, son pied frappant contre la porte. L'impact soudain a surpris les garçons, les faisant sursauter. Alors qu'elle avançait, sa silhouette séduisante et tonique se dévoila, attirant instantanément l'attention du garçon aux cheveux étranges. S'approchant, il parla d'un ton confiant, l'avertissant que cet endroit était dangereux pour une fille comme elle. Au moment suivant, ses mots furent interrompus. Coupé, le pied de Seo frappa son menton avec une force brutale, le faisant s'effondrer au sol. Sans hésitation, elle se dirigea vers les deux restants, sa seule présence les faisant geler sur place. Juillon, en revanche, était paralysé par la peur, furieux de la façon dont elle était soudainement apparue comme une femme. Et a commencé à attaquer, les deux intimidateurs se jetèrent sur elle. Mais en quelques instants, ils furent tous les deux projetés au sol, laissés dans la poussière. Xiao se tourna alors vers Juillon, son expression froide alors qu'elle lui rappelait qu'elle lui avait dit de ne pas courir. Avec un regard glacial, elle se moqua de lui, remettant en question s'il était vraiment assez stupide pour croire que ces voyous seraient ses sauveurs. Juillon, essayant de garder son calme, a fait semblant de balayer cela d'un revers de main. En réalité, il n'avait fait que gagner du temps, espérant accéder à son système cérébral. Continuant de jouer son rôle, il a soudainement changé son ton, disant qu'avant de mourir, il voulait la remercier une dernière fois. Plus il parlait, plus il réalisait qu'après avoir rencontré une fille qui essayait réellement de le tuer, il voulait désespérément vivre. Jetant un coup d'œil dans le système, il trouva des vidéos de combat et essaya immédiatement de les télécharger dans son esprit. Le flot d'informations était accablant, provoquant une douleur vive et insupportable dans sa tête. Il se tenait la tête fermement, gémissant de douleur. Seo l'observait, remarquant que sa tête semblait prête à exploser toute seule, sans une seule goutte. Tout aide de sa part. Puis, avec une froide assurance, elle ajouta qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle ferait ça rapidement. Avec ces derniers mots, elle se jeta sur lui, déclarant que c'était son grand final. À la grande surprise de Seo, Juillon riposta, frappant son visage avec sa jambe. Elle réussit à peine à bloquer le coup avec ses deux bras, mais la force brute la fit glisser en arrière. Juillon ne perdit pas de temps et lança immédiatement une autre attaque, déchaînant une pluie de coups de poing implacables. Pourtant, Seo esquiva chacun d'eux avec une facilité déconcertante, comme si elle ne faisait que s'amuser. Voyant une ouverture, elle attrapa son poing en plein mouvement et saisit fermement son cou, le projetant au sol de toutes ses forces. Juillon était allongé là, meurtri et en difficulté, tandis que Seo se tenait au-dessus de lui. Elle se moquait de lui, affirmant que sa force, sa volonté et ses sens étaient les pires. Le jugeant indigne d'être un réceptacle, elle planta son pied sur son cou avec un sourire cruel, appuyant comme si elle s'apprêtait à écraser un simple insecte. Juillon, toujours ignorante de ses véritables intentions, haletait. Seo, devenant impatient, exigea qu'il crache la graine d'Yggdrasil. Mais Juillon, dans son état affaibli, ne pouvait que exprimer son désir de vivre une vie normale comme tout le monde. Soudain, une émotion intense s'est enflammée en lui, une colère brute et implacable, se tordant en quelque chose d'encore plus sombre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de classe, l'électricité s'est complètement coupée. Jésus, en jetant un coup d'œil à son téléphone, remarqua quelque chose d'étrange, même. Les smartphones avaient cessé de fonctionner. De retour sur le toit, Juillon restait coincé sous le pied du PDG, mais quelque chose avait changé. Une force profonde en lui s'était éveillée. Sans avertissement, il frappa, donnant un coup de pied à Xiao avec une force dévastatrice. Elle recula en titubant, se tenant le ventre, glissant sur le toit. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Le vaisseau s'était brisé. Juillon se leva, un sourire tordu s'étirant sur son visage. Levant en la main, il désigna Seo et en un instant, la tour de transformateur derrière elle éclata dans le ciel dans une massive explosion. Une présence profonde et inconnue avait pris le contrôle, maîtrisant son corps. Amusement. Un éclat dans ses yeux alors qu'il observait Seio comme s'il jouait avec elle. Mais Seio ne reculait pas. Elle se redressa et s'avança vers lui, imperturbable face à la pression écrasante émanant de sa présence. Jujon disparut de la vue. En un clin d'œil, il réapparut juste devant Seo, levant un seul doigt. Avec un soudain relâchement d'énergie, il la fit voler en arrière, comme si elle avait été frappée par une force invisible. L'eau s'est écrasée durement, mais a réussi à se relever. Juillon l'observait, intrigué par sa résilience. Appréciant le combat, il décida d'aller plus loin. D'un seul mouvement, il se lança dans les airs et porta un coup de pied dévastateur. Seo leva les bras pour se protéger, mais l'impact si puissant brisa les barrières du toit, la faisant chuter en arrière. Elle réussit à peine à s'accrocher au bord, suspendue par une main, ses doigts s'enfonçant dans le béton pour éviter de tomber. Juillon se tenait au bord du toit, ses yeux brillant d'une lueur sinistre, l'énergie bestiale en lui complètement éveillée. Seo luttait pour se hisser, sa prise se resserrant sur le bord en ruine. Juillon leva sa jambe, se préparant à écraser ses doigts, le coup final flottant dans l'air.
Juste au moment où il s'apprêtait à frapper, quelque chose en lui se rebella. Son expression. Tordu de douleur alors qu'il serrait les poings. Puis, de toutes ses forces, il se frappa squarement le visage. Une lutte désespérée se déroulait en lui. La bataille contre la force qui avait envahi son esprit. La graine d'Yggdrasil. L'obscurité l'entourait. Un vide s'étendait. Flottant sans poids à travers l'espace, la sensation était étrangement familière, tout comme la fois où il est tombé à travers le bâtiment, presque écrasé à mort. Alors qu'il luttait pour comprendre son environnement, un immense écran s'illumina devant lui. Ses yeux étaient remplis de lumière, et ses yeux étaient remplis de lumière, ses yeux étaient remplis de lumière, et ses yeux étaient remplis de lumière, 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 ses yeux étaient remplis de lumière. Son propre visage apparut sur l'écran, une voix l'appela, se moquant de lui pour s'être enfin réveillé. La reconnaissance se fit en lui. C'était la graine d'Yggdrasil, l'entité qui avait pris le contrôle de son corps. La colère le submergea alors qu'il serrait les poings, exigeant de savoir ce qu'il faisait avec son corps. Mais le type de la graine ignora sa colère, dirigeant son attention vers un autre écran. Celui-ci montrait son corps en action, maniant sans effort une immense puissance. La voix le hantait, l'incitant à admirer la force qu'il ne savait pas posséder. Toujours enragé, Juillon cria pour qu'elle le libère immédiatement. L'entité se moqua, amusée. S'il voulait s'échapper, il était libre d'essayer. Cela se moquait même de lui disant de s'abonner et de liker, traitant sa lutte comme rien de plus qu'un jeu. La frustration de Juillon a débordé. Il avait déjà enduré plus que de raison, portant des fardeaux trop lourds à supporter, luttant sans argent, sans amis. Mais perdre le contrôle de son propre corps était la seule chose qu'il refusait d'accepter. Déterminé, il a ramené son poing en arrière et l'a frappé contre l'écran devant lui. L'impact a provoqué des ondulations à travers l'écran, mais il est resté intact. Serrant les dents, il frappa encore et encore, chaque coup portant le poids de sa fureur. Mais peu importe la force de ses coups, la barrière refusait de céder. Si cet endroit suivait les mêmes règles que son système, alors ses capacités pourraient fonctionner ici aussi. Plusieurs vidéos apparurent devant lui, montrant différentes techniques. Son regard se fixa sur une en particulier, une technique de coup de poing explosif. Il lui rappela comment ses précédentes attaques avaient échoué contre Seo. Mais ici, dans cet espace, peut-être que les choses étaient différentes. Quelque chose de profond en lui s'éveilla. Une force primordiale s'éveille. Il serra le poing, invoquant chaque de force qui lui restait. Le feu dans ses yeux brillait plus intensément alors qu'il glissait, déclarant son intention de reprendre son corps. Avec toute la force qui lui restait, il réussit à éloigner le feu de son corps. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. Il réussit à éloigner le feu de son corps et en faire un feu. De toutes ses forces, il poussa son poing en avant. Au moment où ses jointures touchèrent l'écran, tout l'espace trembla. Des fissures se répandirent à travers la barrière, et en un instant, elle se brisa en d'innombrables fragments, l'engloutissant dans une lumière éblouissante. Sur le toit, Seo, toujours suspendu d'une main au bord, serra les dents et se hissa avec une détermination sans faille. En remontant sur le toit, son regard se fixa immédiatement sur Juillon, qui se tenait de dos. Sans hésitation, elle saisit un câble lâche à proximité, prête à en finir une bonne fois pour toutes. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Juillon cria soudainement, sa voix résonnant sur le toit. Il se tenait la tête, exigeant que le type de la graine sorte de son esprit. Théo se figea un instant. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant, ni n'avait-elle jamais rencontré quelqu'un qui avait retrouvé sa santé mentale après que son corps ait été pris en possession. La réalisation la troubla de comprendre comment il avait réussi à se libérer. Pendant ce temps, Juillon était toujours engagé dans une lutte acharnée avec l'entité en lui. Son corps tremblait alors qu'il luttait pour réprimer son influence. Le gars des graines resta défiant, sa voix dégoulinant d'amusement. Il accusa Juillon d'être ingrat, lui rappelant à quel point il avait été heureux quelques instants auparavant. Il l'exhorta à accepter sa présence, affirmant qu'il était la dernière graine restante du grand Yggdrasil. Juillon, cependant, refusa de céder. Ses mains s'agrippaient à sa tête plus fort alors qu'il grognait de frustration, exigeant qu'elle se taise et le laisse tranquille. Seo s'approcha soudainement par derrière, tenant un câble dans sa main, et l'enroula autour de son cou. Attaque, essayant de l'étrangler tout en déclarant froidement que le test était terminé et que le résultat était un échec. Luttant contre son emprise, Juillon tenta de la raisonner, disant qu'il avait enfin retrouvé ses sens, affirmant que le gars de la graine en lui ferait quelque chose à son corps ensuite. Seo, frustré par la nature imprévisible de la graine d'Yggdrasil, serra les dents, réalisant à quel point cette situation était devenue problématique. D'un mouvement rapide, elle sortit son appareil audio et donna un ordre direct à l'équipe Alpha. Presque instantanément, des soldats armés émergèrent des ombres, entourant Juillon dans une formation serrée. Stupéfait, il essaya de comprendre ce qui se passait lorsque l'équipe demanda à Xio si elle avait réellement l'intention de le tuer. La frustration de Juillon déborda alors qu'il exigeait des réponses, mais Xio resta imperturbable. D'un ton ferme, elle déclara leur décision.
Juillon devait être emmené au siège des Coquilles Saint-Jacques. Alors que des avertissements clignotaient à travers le système, un homme travaillait frénétiquement à contenir la situation qui s'aggravait. Le système a signalé une erreur inconnue, sa voix automatisée déclarant une urgence. Soudain, des alarmes retentirent et les serveurs principaux furent submergés par des pics de puissance, provoquant un court-circuit. Des étincelles jaillirent, allumant un feu alors que le système émettait une alerte critique, exhortant tous les employés à rester calmes et à suivre les protocoles d'urgence. Les employés du département de sécurité se sont précipités sur les lieux, extincteurs à la main, essayant de contenir l'incendie. Au milieu du chaos, ils ont signalé que toute l'électricité avait été coupée. Des appareils essentiels, y compris des nanomachines, des scanners IRM et des équipements de surveillance cérébrale, s'étaient tous arrêtés simultanément. Une chose était certaine, la source de la perturbation était liée au gars des graines dans la tête de Juillon. Ils l'avaient surveillé de près, et maintenant, confrontés à une anomalie hors de leur contrôle. D'autres préoccupations se sont intensifiées. Certains murmuraient sur la possibilité qu'un monstre réside en lui. Pendant ce temps, Juillon était assis, attaché à une chaise dans une pièce sécurisée, les bras contraints par ses liens, tandis qu'il réfutait leurs accusations selon lesquelles il n'était pas un monstre, mais simplement un lycéen. Dans une autre section de l'établissement, un enquêteur s'est approché du directeur, tenant une pile de documents. Alors que le directeur feuilletait les pages, son expression s'est assombrie. L'enquêteur a parlé d'une voix basse, l'informant qu'ils avaient détecté des aversions dans le cerveau de Juillon. Léo s'approcha de la salle de recherche où l'image de Juillon clignotait sur l'écran de l'ordinateur. À l'intérieur du siège de Scalo, le directeur Min Do-hoon observait les images, commentant qu'elle avait attrapé un gros poisson pour se corriger ensuite en disant que c'était plutôt comme une anguille électrique. Son ton mêlait amusement et irritation alors qu'il se tournait vers elle, se demandant pourquoi elle avait agi seule sans le signaler. Le PDG, un phased, a comparé la découverte à celle d'un café caché qu'elle voulait garder pour elle. Le directeur a soupiré, murmurant qu'il ne pouvait jamais dire si elle plaisantait ou si elle était sérieuse. Mettant la conversation de côté pour le moment, il lui a demandé de lui remettre les données. Xiao a enlevé ses lentilles de contact et les lui a passées. Min Do-hoon a inséré les lentilles dans un casque de réalité virtuelle et les a mises. En quelques instants, son corps s'est tendu. Son expression se tordit de choc alors qu'il retirait brusquement le casque de réalité virtuelle, visiblement ébranlé par ce qu'il venait de voir. Se remettant rapidement, il remarqua que la situation ressemblait effectivement à un café caché, quelque chose que CIO voulait garder pour elle. CIO, s'inclinant légèrement en arrière, se souvint que lorsqu'elle avait visité, le café était bon, mais le propriétaire n'était pas tout à fait normal. Min Do-hoon, intrigué, demanda des informations sur ce propriétaire dont elle parlait. CO admit qu'elle n'était pas sûre, mais la autre présence qui apparaissait parfois était quelqu'un qu'elle ne voulait jamais revoir. Il l'étudia attentivement avant de lui demander si elle abandonnait. CO a rejeté cette idée, affirmant qu'elle n'était pas particulièrement douée pour gérer les choses qui la mettaient mal à l'aise. Il s'est ensuite renseigné sur les propriétés des graines, apprenant qu'elles croissaient en consommant des désirs. Cependant, dans le cas de Juillon, il n'y avait aucun signe de désir restant en lui. Si on le laissait seul, la graine pourrait se dessécher. Xiao a suggéré que si cela représentait une menace, il pourrait toujours la transplanter. Min Do-hoon s'est penchée en arrière, réfléchissant un instant avant de demander si elle savait faire la différence entre un héros et un méchant. Sain. En attendant une réponse, il révéla que la différence était l'éducation. Il souligna que des plateformes comme YouTube pouvaient être à la fois violentes et proactives, mais qu'avec un encadrement approprié, leur potentiel était illimité. Alors que le mot se posait, quelque chose dans son explication semblait toucher une corde sensible chez CO, la laissant momentanément stupéfaite. Pendant ce temps, Juillon se retrouva escorté à travers un couloir faiblement éclairé par deux enquêteurs. L'anxiété le rongeait alors qu'il craignait qu'il ne l'emmène vers une expérience macabre, peut-être même pour lui retirer le cerveau. Lorsqu'il demanda hésitamment où il l'emmenait, l'un des enquêteurs répondit sèchement que la machine qu'il avait cassée aujourd'hui avait un coût extrêmement élevé. Une porte fortement sécurisée, l'un des gardes postés à l'entrée a reçu un signal et une confirmation permettant seulement à Juillon de passer. En entrant dans la salle de recherche, ses yeux se sont immédiatement fixés sur Xiao. Sa colère a éclaté comme si elle était la responsable de chaque désastre de sa vie. Il la fixa furieusement, mais avant qu'il ne puisse agir, Min Do-hoon, debout au centre de la pièce, balaya son regard hostile d'un geste désinvolte, lui conseillant de ne pas regarder le PDG de cette façon. Avec une attitude décontractée, il se présenta. Mais dans l'esprit de Juillon, rien de tout cela n'avait d'importance. Peu importe qui était cet homme, juste un autre grand parleur, il devait le libérer immédiatement. Avant que Juillon puisse protester, Min Do-hoon s'approcha, le fixant fermement à une chaise, s'excusant pour la manière brusque dont il était traité, mais insistant sur le fait qu'il y avait des procédures nécessaires à suivre. Puis, il éclaircit sa voix et se pencha légèrement en avant, annonçant le début de leur entretien. Sa première question alla droit au but, le père de Juillon.
Jouillon reste silencieux, son expression neutre. Mindo, qui l'avait observé un moment, reconnaissant la résistance, décida de procéder différemment. Levant la main, il forma ses doigts en forme de pistolet et l'appela le pistolet de la vérité. Avec l'aide de l'armée a pu prendre le pistolet. 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 Avec un ton à la fois ludique et menaçant, il assura Juillon que cela ferait juste un peu mal. Sans avertir, il tira. Une vague d'énergie jaillit en avant, frappant le corps de Juillon comme une force invisible, le poussant violemment en arrière. Alors que Main du Houn révélait la nature de la balle de vérité, il expliqua qu'elle ne causerait aucun mal, mais qu'elle débloquerait simplement des souvenirs enfouis pendant un moment. Sans hésitation, il la tirait sur Juillon. La force de l'impact fit reculer Juillon, tandis que le corps de Main du Houn tremblait également alors qu'il tentait de stabiliser ses mains tremblantes. Puis, quelque chose d'inconnu se produisit. La conscience de Juillon fut arrachée à son corps, lui permettant de se voir assis, inconscient, sur le sol, la tête baissée comme un corps sans vie. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, il sentit quelque chose sous ses pieds, une force invisible qui l'entraînait. Dans l'instant suivant, il tomba. Alors qu'il chutait à travers l'abîme, il se demanda comment. Bien plus loin, il devait aller pour découvrir la vérité. La descente semblait sans fin, et bientôt, il se retrouva immergé dans l'eau. Des souvenirs affluèrent en lui, chacun si douloureux qu'il lui en coupait presque le souffle. La réalisation le frappa, quelle que soit la vérité qu'il cherchait, elle était enfouie avec. Ses souvenirs. Alors qu'il essayait de les rappeler, son environnement changea. Soudain, il se retrouva à l'intérieur d'un étrange tube. Un soulagement l'envahit, pensant qu'il était en sécurité. Mais ensuite, son regard se leva et il vit quelque chose de bizarre. Un orbe semblable à un soleil flottant au-dessus, brillant de manière inquiétante avec un logo YouTube incrusté en son centre. Pendant ce temps, dans le laboratoire de recherche, le corps inconscient de Juillon restait immobile. Min Du Hu, cependant, n'était pas dans un meilleur état. Ses doigts saignaient à cause de l'effort fourni par une technique aussi lourde. Alors que sa force faiblissait, il s'effondra au sol, luttant pour reprendre son souffle. Seocio se précipita à ses côtés, le soutenant alors qu'il luttait pour rester debout. Son état était pire que prévu, la sueur dégoulinant de son visage. Il réussit à expliquer que la technique qu'il venait d'utiliser nécessitait d'emprunter 10% de l'approvisionnement en électricité de la Corée du Sud. Pendant ce temps, dans les rues, le chaos s'est installé. Une panne de courant soudaine a plongé la ville dans l'obscurité, obligeant les gens à allumer les lampes de poche de leur téléphone. La confusion s'est répandue alors que des annonces invitaient les citoyens à rentrer chez eux immédiatement, les avertissant de la coupure de courant inattendue. De retour au laboratoire, Xiu regardait avec incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ce que le processus nécessite une telle quantité d'énergie. Main du Houn, en revanche, restait concentré. Il tourna son regard vers le corps inconscient de Juillon et remarqua que la valeur de tout cela dépendait entièrement de ce gars. Ailleurs, sur le rivage d'une plage inconnue, la conscience de Juillon dérivait. Il regardait avec émerveillement le symbole massif ressemblant à YouTube qui scintillait au-dessus de la mer. Alors que les souvenirs des incidents récents se rejouaient dans son esprit, sa colère se ravivait. Il blâmait furieusement le mystérieux vendeur de graines responsable de tout, convaincu que cela avait transformé sa vie en un véritable désastre. Pourtant, étrangement, en ce moment, il se sentait curieusement à l'aise. Flottant sur l'eau, il éprouvait une sensation de paix inhabituelle. Depuis longtemps, il ne voulait pas bouger, juste rester là, sans poids et libre. Il réfléchissait à tout ce qui s'était passé, réalisant à quel point sa vie avait changé. Puis le destin, qui n'est clairement pas un fan des moments paisibles, envoya une immense vague surgissant des profondeurs, s'abattant sur lui. Sous l'eau, ses pensées se dissolvaient à nouveau dans l'obscurité. Juillon se retrouva soudain dans un cadre familier, une salle de classe de ses années d'école primaire. En regardant autour de lui, il réalisa que c'était un souvenir de son enfance. Son enseignant s'est approché avec un sourire chaleureux, l'encourageant à partager son histoire de vacances avec la classe. Excité, il a commencé avec empressement à raconter ses aventures, expliquant comment il avait appris à servir et même écrit un bateau de bananes. Il a décrit l'expérience comme fantastique, s'attendant à ce que ses camarades de classe soient émerveillés. Mais au lieu d'être impressionnés, ils ont réagi avec scepticisme. Ils ont souligné que sa peau n'était pas du tout bronzée, se moquant de son histoire avec un amusement suffisant. Confus et embarrassé, il peinait à comprendre pourquoi il ne le croyait pas. Plus tard, alors qu'il était assis à l'arrière de la voiture sur le chemin du retour, il resta silencieux, pensant encore à ce qui s'était passé à l'école. Le chauffeur, remarquant son silence, lui demanda comment il se sentait à l'idée de retrouver ses amis après tant de temps. Juillon, distrait par un VLOG YouTube qui jouait sur son téléphone, hésita avant de poser une question qui le préoccupait. Il a demandé pourquoi la peau brûle en allant à la mer. Le chauffeur lui a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur avant de répondre qu'il n'était jamais allé à la mer. Un sentiment de déception s'est installé dans la poitrine de Juillon, secouant la tête, niant cela avec tristesse. Ses parents étaient toujours occupés, ressentant sa déception. Le chauffeur soupira, commentant que peu importe à quel point quelqu'un est occupé,
Il devrait emmener son enfant à la mer au moins une fois. Le chauffeur, comme s'il essayait de changer de sujet, expliqua que la raison pour laquelle la peau bronze au soleil est qu'elle perd une couche comme un serpent. Cette comparaison a fait de Juyon frame. Il s'est demandé si se débarrasser de sa peau était une bonne chose. Un sourire étrange et troublant s'est étendu sur son visage avec un ton calme et inquiétant. Il affirma que c'était bien, car on pouvait vivre avec un nouveau corps, laissant le passé derrière soi. Lorsque le conducteur se tourna pour regarder Juyon, un froid frisson parcourut l'échine de Juyon et ce qu'il vit le pétrifia de terreur. L'homme au volant de la voiture n'était plus le conducteur. C'était la graine d'Yggdrasil, lui souriant avec des yeux vides et pleins de savoir. Sur la plage, la pluie commença à tomber, douce au début, mais s'intensifiant rapidement en tempête. Le tube vide flottait sans but à la surface de la mer, une indication silencieuse que Juyon était toujours piégé dans ses souvenirs. De retour au laboratoire de recherche, le directeur Min Do-han jouait de la musique avec désinvolture, laissant la douce mélodie remplir l'atmosphère tendue comme s'il organisait un thé plutôt que de gérer une crise. Sio, le regardant avec incrédulité, se demandait s'il était complètement inconscient ou simplement trop imbu de lui-même pour s'en soucier. Min Do-han, imperturbable, expliqua que dans les moments de perturbation, rien n'était plus apaisant que la musique. Il croyait que toutes les berceuses portaient le même message, bien dormir. Son regard se posa sur Juyon, allongé immobile sur le canapé, avant d'ajouter une pensée troublante. Il y avait une ligne supplémentaire à ce message. Bien dormir, car le monde est un enfer. Ses yeux perçants remarquèrent le léger tremblement des doigts de Juyon. Seo, toujours sceptique, souligna que les personnes possédées par la graine avaient toujours transformé le monde en enfer. Il n'y avait aucune garantie que Juyon ne ferait pas la même chose. Avant que Min Do-han puisse répondre, un enquêteur entra précipitamment dans la pièce, se dirigeant vers lui avec un ensemble de documents. Avec urgence, il demanda au directeur de jeter un œil, ayant l'air d'avoir découvert le secret de l'univers. Alors que Min Do-han parcourait les rapports, son expression s'assombrit. Deuxièmement, il pourrait avoir tout faux. L'IRM a révélé que c'était rien de moins qu'un secret de l'univers. Il y avait une puce dans le cerveau de Juyon. Dans le souvenir, le moment étrange dans la voiture se poursuivait. Le conducteur n'était plus le même. La personne se tourna vers Juyon avec un sourire glaçant. L'appelant un simple bouclier de chair, il saisit le visage de Juyon, sa prise ferme et inflexible. Se moquant de lui, il lui demanda jusqu'où il était venu juste pour apprendre la vérité. Juyon, tremblant, parvint à peine à demander qui il était. Le gars des graines devant lui rappelait seulement que c'était le début de tout, et ensuite les vannes de la mémoire s'ouvrirent. Juyon n'oublierait jamais le premier jour de sa 5e année, le jour de l'accident qu'il ne voulait jamais se rappeler. Un bus s'était apparu de nulle part et avait percuté leur voiture. L'impact, soudain et violent, avait envoyé des ondes de choc. À travers son esprit, le tirant hors de la Seine et de retour dans l'océan. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'eau, le poids de tout cela pesait sur lui. On lui avait dit de chercher la vérité, mais l'endroit où il était arrivé n'était rien de plus qu'un réservoir d'embarras. Souvenirs d'Uluru. Soudain, Juyon se retrouva à l'intérieur du tube, toussant violemment alors qu'il luttait pour respirer. Son corps était meurtri par la sensation écrasante de se noyer, et il haletait en essayant de se stabiliser. La voix du Cid Guy résonnait dans ses oreilles. Le provoquant. Juyon avait toujours été doué pour mentir, même enfant. La colère brûlait dans les yeux de Juyon alors qu'il exigeait de savoir où il était et ce que cet endroit était censé être. Mais le gars des graines n'apparaissait que sur la surface de l'eau, souriant alors qu'il se moquait de la frustration de Juyon. L'appelant idiot, il accusa Juyon de vouloir simplement de l'attention. La patience de Juyon a cédé. Il a craqué, lui disant de se tirer comme un imbécile qui avait déjà trop traîné. Son thème. Avec l'esprit en proie au soupçon, la graine avait-elle envahi ses pensées pendant l'accident de voiture? Tout ce qu'il voyait était manipulé. Mais le type de la graine ne faisait que rire, essayant de le provoquer davantage. Pourquoi cela s'est produit était bien plus important que quand cela s'est produit. En se moquant de lui, il se curait le nez avant de plonger dans l'eau, affirmant que ce corps, le corps de Juyon, dévorait ses propres désirs. Juyon, toujours sur le tube flottant, essayait de l'empêcher de disparaître, car son histoire n'était pas terminée, mais il était trop tard. Le gars des graines a disparu sous les vagues. Maudissant entre ses dents, Juyon serra les poings. Sa colère grandissait, mais elle était alimentée par la frustration plus que par autre chose. La vérité qu'il était censé découvrir. Ses pensées étaient en désordre. Se remémorant ce qu'il avait vu sur YouTube, son regard se leva vers le ciel, où le soleil brillait intensément, sa forme ressemblant de manière indéniable au logo de YouTube. Et puis cela lui est venu à l'esprit. Soleil, coup de soleil, et le passé s'efface. Le souvenir est réapparu plus net qu'auparavant, rappelant les pensées de la façon dont il s'est réveillé après l'accident. Son cœur battait à tout rompre alors que la réalisation le frappait. Il ne s'était jamais réveillé, pas pendant toute une année. Avant qu'il puisse traiter le choc, une autre vague massive se précipita vers lui,
s'écrasant avec une immense force, l'entraînant à nouveau sous la surface. Et puis, la vérité s'est révélée devant ses yeux. Après l'accident, les médecins l'avaient déclaré en état de mort cérébrale. Pendant 90 jours, son corps est resté non réactif, son esprit semblant perdu dans le vide. Ces professionnels de santé ont débattu de la possibilité de le transférer dans un établissement de recherche. Un médecin senior a demandé l'approbation de son tuteur légal. Et à ce moment-là, la graine d'Yggdrasil s'est manifestée, prétendant faussement être son tuteur. Avec un sourire sournois, il a donné la permission de commencer l'expérience, tel un marionnettiste tirant les ficelles d'un imbécile inconscient. Les médecins ont initié l'expérience sur Juillon. Comme il s'en souvenait vivement, le moment où il a repris conscience semblait surréaliste. Lorsqu'il a ouvert les yeux, un mal de tête insupportable pulsait dans son crâne, accompagné de nausées et de vertiges. Son corps se sentait étrangement chaud, comme si quelque chose d'étranger circulait dans ses veines. Une équipe de médecins l'entourait, leurs visages s'illuminant de soulagement et d'excitation. Ils l'accueillaient joyeusement, marquant le début de quelque chose de monumental. Malgré sa désorientation, leurs mots résonnaient dans ses oreilles. Ils lui disaient de les informer si quelque chose lui semblait étrange, s'il ressentait un quelconque inconfort. Les jours suivants semblaient être une routine écrite. Les médecins l'ont encouragé à marcher naturellement, en observant soigneusement chaque pas pour s'assurer que ses mouvements étaient fluides. Ils l'ont entraîné à parler avec confiance, à prononcer les mots avec précision. Même quelque chose d'aussi simple que sourire lui a été enseigné, comme s'il reconstruisait sa propre existence depuis le début. Manger, aussi, était quelque chose qu'il devait réapprendre. Ce n'était pas seulement une question de rétablissement, c'était comme s'il était reconstruit, pièce par pièce. Un après-midi, alors qu'il était assis en train de déjeuner, le murmure d'une télévision attira son attention. Ses oreilles se sont dressées à la voix des présentateurs de nouvelles annonçant une percée incroyable. Des individus en état de mort cérébrale avaient été réanimés grâce à l'implantation d'une puce. Les mots lui ont glacé le sang. C'est enclenché. La raison de sa reconstruction, l'entraînement de force, la chaleur anormale dans son corps, il n'était plus seulement humain. Une puce informatique avait été implantée en lui. Dans le présent au laboratoire de recherche, les enquêteurs et CO ont été laissés sous le choc après avoir découvert la puce implantée dans le cerveau de Juillon. CO, encore incrédule, a insisté sur le fait que cela devait être la graine d'Yggdrasil. Cependant, Min Du-han réalisa qu'il s'était trompé depuis le début. Les implications étaient troublantes, mais s'ils avaient réussi à reproduire la graine, son regard se fixa sur le corps inconscient de Juillon. Il prit sa décision. Il devait ramener Juyan. Se tournant vers son équipe, il demanda si l'alimentation nécessaire était prête. Après avoir confirmé qu'elle était complètement chargée, il commença immédiatement les préparatifs pour envoyer le signal. Pendant ce temps, au fond des souvenirs enfouis de Juillon, lors d'un processus de réhabilitation, il se retrouva à courir sur un tapis de course lorsqu'un médecin senior s'approcha. D'une voix calme mais ferme, le médecin l'informa qu'il était temps pour le test final. S'il réussissait, il pourrait quitter cet endroit. Une lueur d'espoir s'est allumée dans les yeux de Juillon lorsqu'il a demandé si cela signifiait qu'il pouvait revoir ses parents. Le médecin lui a assuré avec un sourire, promettant que ses parents seraient heureux de le voir en bonne santé. En entendant cela, Juillon n'a pas pu s'empêcher de sourire largement. Le médecin lui a donné une tape rassurante sur l'épaule, l'encourageant à donner le meilleur de lui-même avant de le conduire vers une pièce remplie de machines imposantes. À l'intérieur, une équipe de chercheurs a soigneusement guidé Juillon vers un siège, fixant un casque sur sa tête. Le regard de Juillon s'est posé sur un énorme outil de confinement en verre placé devant lui. Quelque chose étrange était à l'intérieur. Curieux, il s'enquit à ce sujet. Le médecin hésita un instant avant de le désigner vaguement comme un dieu endormi, expliquant qu'aujourd'hui ils allaient l'éveiller, et ce faisant, ils deviendraient eux-mêmes des dieux. À ce signal, un autre chercheur prit position. Mais avant que Juillon ne puisse poser d'autres questions, le médecin détourna son attention, lui demandant de manière décontractée ce qu'il voulait faire une fois réveillé. Sans hésiter, Juillon répondit. Il voulait aller à la mer avec ses parents. Le médecin a souri, le rassurant que son vœu se réaliserait. Puis, en appuyant sur le bouton rouge, une douleur brûlante a traversé tout le corps de Juillon. Des chocs électriques agonisants ont surgi en lui, le faisant crier de douleur insupportable. De retour dans le présent, Sio et Min Du-han regardaient le corps de Juillon trembler violemment. Les yeux de Sio s'élargirent par inquiétude, mais Min Du-han resta calme. Avec une expression compréhensive, il parla de la façon dont la vérité se divise en 3 étapes. La vérité est basée sur l'expérience. La vérité est reconstruite par la mémoire. Et la vérité qui est mélangée avec des mensonges, rendant presque impossible de discerner ce qui est réel. Le corps de Juillon était maintenant trempé de sueur, sa respiration haletante. Puis Du-han l'observa de près et décida qu'il devait creuser encore plus profondément. S'approchant, il posa un doigt ferme contre le front de Juillon. À ce moment-là, les yeux de Juillon s'ouvrirent brusquement.
Une vague d'énergie pulsa à travers son esprit, brisant ses souvenirs fragmentés comme du verre brisé. À l'intérieur de son subconscient, le chaos éclata dans une mer mentale tempétueuse. Des doigts colossaux descendirent des nuages au-dessus, atteignant les profondeurs où la vérité cachée était enfouie. Le doigt de Do-Hoon s'étendait vers le ciel, perçant les couches des souvenirs de Juyon. Il atteignit la salle de classe de l'école primaire où Juyon avait un jour menti sur le fait d'aller à la mer. Un autre doigt émergea à l'endroit de la salle des machines où Juyon avait été amené pour le test final, brisant la structure autour de lui. Contrôlant. Au cours de la scène qui se déroulait, Min Du-han ordonna à l'entité cachée de se révéler. Enfin, son doigt perça le plafond, atteignant la pièce où la graine d'Yggdrasil s'affrontait avec le docteur. Le gars de la graine arracha un des yeux du docteur, savourant le moment alors que l'homme s'effondrait dans l'angoisse. Ce sourire sinistre s'étira sur son visage, savourant la souffrance qu'il infligeait. Avant qu'il ne puisse en révéler davantage, quelque chose le heurta violemment. Le gars des graines se retourna, les yeux se plissant à la vue d'un énorme doigt en forme de coquille Saint-Jacques écrasant le sien. De retour au laboratoire, Min Du-hoon grimaça de douleur, la connexion ayant des conséquences sur son corps. Seo se tendit, mais il continua, ordonnant à l'équipe de poursuivre le plan. L'enquêteur, parlant par un lien sans fil, transmit des instructions à l'équipe de machines, leur donnant l'autorisation de commencer. S'il pouvait arrêter cette entité maintenant, sacrifier 10% de l'approvisionnement énergétique de la Corée était un prix à payer. Luttant contre la pression immense, la présence de Min Do-han se tenait devant le gars des graines qui souriait avec amusement. Cela posait une question, réfléchissant au sommet du désir humain, était-ce l'argent, l'amour ou le succès? Avançant, il atteignit le tube de la fracturée, ses yeux brillants d'un désir étrange. Avec un sourire tordu, il répondit à sa propre question. La culpabilité, la peur, la frustration, l'infériorité, le défaitisme, ce sont les choses que je veux dire. Je ne suis pas sûr de ce dont je parle. J'essaie juste de comprendre de quoi 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 je parle. Il prétendait que c'étaient les désirs les plus puissants. Sur la base de tels désirs, il s'élèverait au-delà de la mortalité, devenant le dieu d'un nouveau monde. Sa forme se transformait en quelque chose de grotesque et de monstrueux, une bête émergeant de l'intérieur, le seul dieu éternel dans le monde. Dans le laboratoire, Min Do-hoon grimaça, dépassant ses limites. Il a canalisé 10% de puissance en plus dans le système et a levé le pistolet de la vérité contre son front. Ceux qui manipulent les désirs des autres, déclara-t-il, sont ceux qui ne peuvent pas se tenir debout par eux-mêmes. La graine d'Yggdrasil poussa un cri d'angoisse, se tenant l'œil alors que le pistolet de la vérité faisait effet. Elle grogna, qualifiant les mots de Min Du-hoon d'absurdité. Juyon, avançant avec une fureur inébranlable, refusa d'être consumé plus longtemps. Sa voix résonna avec défi, ordonnant à la graine de quitter son esprit. Le doigt électrisé de Min Du-han avança, exigeant que la véritable forme de l'entité soit révélée. Cette fois, la graine d'Yggdrasil ne put résister, son essence étant extraite de force de l'esprit de Juyon. Min Du-han prit soigneusement le fragment entre ses doigts, l'étudiant. Il l'écoutait attentivement, disant que la graine devait maintenant écouter. Les autres enquêteurs regardaient avec étonnement. Le fragment était si petit, presque comme s'il avait été fendu. Min-Du, qui plissait les yeux, savait que quelqu'un s'était interposé. Juyon reprenait lentement conscience, sa respiration irrégulière. Léo et Min Du-han regardèrent avec surprise alors qu'il clignait des yeux, son expression remplie de confusion, une faiblesse l'envahissant, et les premiers mots qui échappèrent à ses lèvres étaient une question hésitante. Avait-il tué quelqu'un? Min Du-hoon intervint rapidement, essayant d'apaiser la situation. Il rassura Juyon, expliquant que la plupart des souvenirs étranges qu'il avait vus n'étaient que des fabrications implantées par cette entité. Pourtant, le doute persistait dans l'esprit de Juyon. Il avait du mal à séparer la vérité de la tromperie. Ses pensées s'embrouillèrent. Min Du-hoon, tenant soigneusement la graine d'Yggdrasil dans sa paume, jeta un coup d'œil à la masse ondulante. Seule cette chose visqueuse et ceux qui l'avaient implantée connaissaient la véritable vérité. Où il pouvait s'attarder davantage, un chercheur est entré en courant avec urgence. L'alimentation électrique s'épuisait rapidement, il devait agir immédiatement. Lorsque Du-hoon se retourna vers Juyon, la voix sérieuse, la solution la plus simple était d'éliminer complètement la graine d'Yggdrasil. Mais cela comportait un grave risque. Juyon Pourrait retomber dans un état de mort cérébrale. L'alternative était de réintégrer la graine, mais cette fois, Juyon serait celui qui contrôlerait. Le choix lui appartenait seul. Min Du-hoon Wudenti la contraint. Pendant un instant, le silence flottait dans l'air. Puis, la voix de Juyon résonna, claire et résolue, alors qu'il le demandait. Min-Du, qui hésitait, était confus face à la demande soudaine de Juyon. Juyon tendit la main, paume ouverte. Le regard était ferme, il était sorti de sa tête, donc il lui appartenait de le prendre. Avec précaution, Min Do-hoon plaça la graine d'Yggdrasil dans sa main. Juyon le souleva entre ses doigts, sa prise se resserrant, ses yeux brûlants de fureur. Cette chose l'avait tourmenté, tordu son esprit, lui avait fait souffrir sans fin.
Ce n'était rien d'autre qu'un parasite sournois. Avec une détermination sans faille, Zhu croisa leur regard. Il n'avait aucune intention de mourir. Il exigea de connaître la procédure, comment prendre le contrôle de la graine. La graine d'Yggdrasil, des reliques anciennes profondément liées à la création même du monde. Tout au long de l'histoire humaine, chaque fois qu'une graine germait, l'histoire elle-même était remodelée. Ceux choisis par la graine devenaient des détenteurs de clés, des individus qui avaient le pouvoir de déterminer le cours de l'avenir du monde. Mais il existait un groupe qui refusait de laisser un tel pouvoir au destin. Quelqu'un avait intercepté l'une de ces graines. Contrairement à ceux qui la vénéraient comme une relique divine, ils la voyaient comme quelque chose qu'ils pouvaient recréer, manipuler et contrôler. Leur croyance était simple. Si c'était une relique, alors eux aussi pouvaient en fabriquer une. À travers d'innombrables expériences, d'innombrables modifications et une manipulation soigneuse, ils ont finalement réussi. La graine ne choisirait plus son détenteur de clés. Au lieu de cela, ils feraient un choix. En fusionnant le pouvoir transcendant de la relique avec une technologie scientifique contrôlable, ils ont créé quelque chose de nouveau, Zhu. Et maintenant, il était entre les mains de Skalokarté. Pour eux, son éducation et sa protection étaient d'une priorité absolue. Il n'était pas simplement une expérience, mais une force capable de façonner l'avenir même du monde. Cependant, au sein de l'établissement de recherche, tout le monde n'était pas d'accord. De nombreux chercheurs étaient troublés, se demandant pourquoi ils le gardaient en vie malgré les dangers qu'il représentait. Pourtant, parmi eux, une femme se tenait à l'écart. Avec une lueur sinistre dans les yeux, elle observait la situation avec une excitation troublante, un sourire sur les lèvres. Le lendemain, Zhu remarqua quelqu'un dans une tenue étrange, ressemblant à celle d'un astronaute. La personne semblait excessivement excitée de le voir, laissant Zhu confus quant à son identité. En posant des questions, il apprit que la personne en tenue inhabituelle était la chercheuse en chef, Song Xianmei. Elle se présenta, expliquant qu'elle serait responsable de son corps et de son esprit, l'appelant l'homme YouTube. Le surnom bizarre laissa Zhu perplexe, et avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle expliqua avec enthousiasme qu'il était inspiré par un homme sur YouTube qui téléchargeait des vidéos pour vaincre des méchants. Sans lui laisser le temps de réfléchir, elle l'assaillit de questions sur le mécanisme de son pouvoir, lui demandant comment il téléchargeait des informations dans son cerveau et comment cela fonctionnait. Le flot rapide de questions laissa Zhu encore plus confus. Min Doan entra alors dans la pièce, remarquant immédiatement la tenue étrange de 11 ans mai. Il commente que Zhu n'est pas un zombie, donc il n'est pas nécessaire de s'habiller comme si elle auditionnait pour un film d'horreur à petit budget. 11 ans mai, imperturbable comme toujours, se contente de hausser les épaules, tandis que Min Doan se tourne vers Zhu, déclarant que cet endroit est rempli de fous. Xianmei, semblant légèrement perplexe, l'arrêta, insistant sur le fait qu'il ne devait pas ruiner son image. Min Duan sourit en coin et demanda taquinement à quelle image elle faisait référence, celle d'un scientifique fou ou celle d'un tortionnaire à deux faces. Avec une confiance totale, elle répondit qu'elle était celle qui avait remis la graine dans la tête de Zhu. Personne d'autre ne pouvait accomplir une telle tâche. Les gens l'appelaient la scientifique des Upares, bien qu'elle admit avec moquerie que cela ressemblait davantage à un nom de super-héros raté qu'à quelque chose de respectable. Après cette plaisanterie légère, elle passa au sujet principal, rappelant à Zhu qu'il avait demandé à apprendre à contrôler la graine. Zhu a affirmé qu'il ne voulait pas mourir car il restait encore trop de mystères dans la vie à découvrir. Xion a alors commencé le processus, en commençant par lui apprendre comment éteindre et allumer la graine, ainsi que comment en prendre soin correctement. Min Duan, ramenant la conversation à des sujets sérieux, a déclaré que les présentations étaient terminées. Pour commémorer le moment, il a remis à Zhu une petite puce, mentionnant que ceux qui avaient altéré son esprit et effacé ses souvenirs devaient avoir laissé des traces. En examinant la puce de près, Zhu remarqua les mots « Neo-Connecting » inscrits dessus. Pendant ce temps, quelque part dans un auditorium, un médecin senior nommé Jin Yuntax se tenait sur scène, prononçant un discours. Il a parlé d'ingénierie spatiale, de neurosciences, de robotique et d'intelligence artificielle, des domaines dans lesquels son expertise n'avait pas de limite. Lorsqu'un membre du public a demandé quel serait son prochain mouvement, il a souri et a révélé qu'il avait un objectif: fusionner tout ce qu'il avait recherché en une création unique. Il a déclaré avec audace son ambition de concevoir un humain au-delà de l'humain, une entité capable de marcher avec des jambes supérieures à celles des humains ordinaires, possédant une capacité pulmonaire encore plus grande et une intelligence qui dépassait de loin les limites humaines, comme si elle utilisait des cerveaux à connexion bas débit. Une onde de choc a parcouru le public, entraînant une pluie de questions. Cependant, il a terminé son discours brusquement, ne disant rien de plus pour la journée. En quittant la scène, son assistant s'est approché de lui, l'informant d'un navire qu'ils avaient découvert. En entendant cela, Jin Yuntak laissa échapper un rire sinistre. Un mois plus tard, Xianmei arriva à la porte de Zhu, lui rappelant qu'il devait commencer l'école ce jour-là. Ne recevant aucune réponse, elle entra dans la pièce. La chambre ressemblait à une décharge,
encombré de paquets de collations vides et de restes de nourriture. Juillon était affalé sur une chaise, affirmant qu'il avait regardé beaucoup trop de YouTube. En vérifiant son historique de visionnage, il avait 432 heures de temps d'écran pour le mois, un exploit qui méritait probablement une médaille. Alors que Juillon se retournait vers elle, il se plaignit que sa tête lui tournait maintenant. Un homme se tenait à un petit stand de nourriture, préparant soigneusement des fruits en bâtonnets sucrés. Avec des mains expertes, il éplucha le fruit, le embrocha sur un bâton, puis le trempa dans une épaisse couche de sirop sucré. Le revêtement brillant durcit presque instantanément, laissant derrière lui une friandise scintillante de douceur à double couche. Il en a remis un à un homme se tenant près de Xianmei, qu'il a accepté avec plaisir. En prenant le bâton, il s'est tourné vers Xianmei, lui demandant son avis sur le goût. Il a répondu avec enthousiasme, qualifiant cela de délicieux. En prenant une bouchée lui-même, il a savouré la saveur, ressentant une profonde satisfaction l'envahir. La douceur en couche a submergé ses sens, lui faisant se demander si une simple combinaison de sucre et de fruits pouvait créer un goût aussi incroyable. À quoi cela ressemblerait-il pour quelqu'un avec 2 cerveaux de le vivre? Sa remarque cryptique laissa Xian mais confuse, et elle resta perdue dans ses propres pensées, fixant le bâton de sucre dans sa main. Au siège des Coquilles Saint-Jacques, Min Duan était assis devant plusieurs écrans, engagé dans une visioconférence avec 3 personnes. La tension dans l'air était palpable. L'un des hommes à l'écran a questionné comment Min Doan pensait pouvoir cacher Juillon pour toujours. Avec un sourire inutile, Min Doan a répondu qu'il n'avait jamais vraiment eu l'intention de le cacher. Un autre homme, l'expression sévère, a exigé des preuves concernant l'utilisation présumée de 10% de l'approvisionnement total en électricité de la Corée du Sud. Min Duan resta impassible, bien que l'accusation soit clairement grave. Réalisant ce qui s'était passé, l'homme ricana, se demandant si gaspiller autant d'énergie juste pour parler était le seul véritable talent de cet idiot. Min Duan, sans hésitation, le confirma, soulignant que cela concernait le passé des détenteurs de clés. L'autre homme, son patient en train de se tâcher, lui demanda avec moquerie de développer. Min Duan expliqua que, de manière surprenante, la graine avait montré une préférence pour le corps de Juillon, même si elle ne l'avait pas choisi naturellement. Au lieu de cela, ils avaient choisi Juillon pour elle. L'homme prit à nouveau la parole, se moquant du fait qu'il détestait les absurdités cryptiques et détournées. En brandissant des photos de Juillon, il fit remarquer que le garçon avait l'air aussi impressionnant qu'un morceau de pain détrempé. Min Duan, cependant, n'était pas d'accord, notant que Juillon avait du potentiel et une affinité pour subir des transformations. L'un des hommes rappela alors que les investissements dans les candidats clés n'étaient réalisés que s'ils atteignaient un certain niveau de compétence. Ils avaient déjà dépêché leur propre équipe pour juger Juillon par eux-mêmes. Des forces spéciales d'élite, formées spécifiquement pour gérer des menaces surhumaines, étaient en route pour l'évaluer de première main. Avant la fin de la réunion, un autre homme fit une annonce troublante. Le nombre de cas de personnes disparues avait augmenté et un schéma particulier avait émergé. Tous les individus disparus étaient des patients en état de mort cérébrale. La nature étrange de l'affaire laissait un silence inquiétant dans la pièce. Alors que les écrans s'éteignaient, Min Duan se laissa aller en arrière, déçu, son esprit réfléchissant déjà aux implications. Des soupçons se formaient, mais il n'y avait pas encore de preuves concrètes. Juste à ce moment-là, Xianmei apparut à la porte, l'informant que Juillon était allé à l'école. Enfin, Juillon retournait à l'école, mais cette fois, le fardeau semblait plus léger. Avec un sac léger en bandoulière, il se promenait sans effort, presque satisfait que ce ne soit pas le monstre habituel de 32 kg, tout en écoutant de la musique. En se frottant les yeux, il fut surpris de voir que les vidéos flottantes habituelles n'apparaissaient plus devant lui. Pour la première fois depuis un moment, tout semblait normal. Cependant, son moment de paix fut de courte durée. Quelque chose semblait étrange. Du coin de l'œil, il remarqua un groupe d'hommes musclés s'approchant. Cette vue le mit mal à l'aise, et à mesure qu'il se rapprochait, son soupçon se transforma en alarme. En quelques secondes, il l'avait entouré. Un sentiment de peur. Une peur lui parcourut l'échine. Il demanda hésitamment s'ils avaient des affaires avec lui, mais les hommes restèrent silencieux. Son esprit s'emballa, tout comme le vent soufflait. Depuis lors, une pensée lui est venue à l'esprit. Xianmei l'avait averti que quelqu'un pourrait le cibler. Se remémorant ses cours, il a rapidement essayé de se souvenir de ce qu'on lui avait appris à faire dans une telle situation. Basé sur des expériences, le seul désir de Juillon avait toujours été YouTube. Au lieu de fuir ou d'éviter le danger, il devait canaliser ce désir et l'utiliser pour devenir plus fort. Il n'y avait qu'une seule chose dont la graine avait besoin pour être nourrie. S'il voulait le maîtriser, le moyen le plus rapide était de satisfaire sa faim, et quand le moment viendrait d'utiliser son pouvoir, il lui suffirait d'une raison convaincante. Revenant à la réalité, il réalisa que le moment de cette raison convaincante était arrivé. Il se souvint de l'exemple de Xian, mais face au danger. L'instinct humain primal pour la sécurité pouvait servir de désir valide tant pour lui que pour la graine. Confronté de toutes ses forces, telle était son instruction. Déterminé,
il se prépara et décida d'agir exactement comme il avait été formé. Fermant les yeux, il initia une symbiose avec une graine. En un instant, il se retrouva entouré d'innombrables écrans flottants, l'espace numérique s'étendant à l'infini devant lui. Le fruit sucré tomba au sol, roulant légèrement. Les hommes entourant Juillon n'étaient pas un groupe ordinaire. Ils étaient la force d'intervention spéciale, une unité d'élite affectée aux missions les plus dangereuses, y compris la lutte contre le terrorisme, la protection des VIP, les arrestations de haut niveau et les opérations de sauvetage en cas de catastrophe. Parmi eux se trouvait une unité encore plus spécialisée. Sélectionnée uniquement pour ses compétences en combat, la force d'intervention spéciale anti-superhumain, connue sous le nom d'unité Horn. Pour eux, s'occuper d'un seul élève de lycée était moins un défi qu'une blague, comme chasser une mouche agaçante. L'un d'eux, dégageant de la confiance, se moqua en donnant un coup de pied au fruit sucré tombé, l'envoyant voler avec force vers Juillon. Mais les missions faciles avaient tendance à se transformer en cauchemars trempés de sueur. Avant que le bâton de fruit ne puisse même l'atteindre, Xiao était apparu juste devant lui, le saisissant en plein vol. Juillon resta figé un instant, choqué par son arrivée soudaine. Alors qu'il réfléchissait à la situation, Seo, tenant fermement le bâton de fruit, esquissa un sourire et remarqua qu'il était maintenant temps de voir à quel point son entraînement fonctionnait en combat réel. Plus tôt, dans la salle d'entraînement, Seonmi et Seo avaient analysé les progrès de Juyeon. Seonmi expliqua que YouTube lui permettait de suivre des vidéos, ce qui était simple et attendu. Cependant, Seo a souligné que la véritable signification n'était pas seulement qu'il pouvait les suivre, mais comment il le faisait et dans quelle mesure il pouvait utiliser ses compétences. Seonmi a acquiescé, reconnaissant qu'en introduisant juste une formule, des possibilités infinies pouvaient être débloquées, ce qu'elle trouvait extrêmement excitant. Maintenant, de retour dans le combat, Juyeon a appuyé sa main contre le sol, s'abaissant comme s'il se préparait à fuir. L'unité de Korn se moqua de la scène, raillant sa tentative apparemment désespérée de s'échapper. Cependant, dans le moment suivant, il se lança dans les airs, se tordant en plein vol et assénant un brutal coup de pied double au visage de l'un des hommes. La force pure brisa des dents à l'impact, laissant à celui-ci un besoin urgent d'une paille pour tous ses futurs repas. Dans le moment suivant, il fut projeté en l'air et atterrit au sol. Les deux autres hommes reculèrent avec horreur, réalisant que cela n'avait rien à voir avec la simple mission qu'ils avaient imaginée. Les yeux de Juillon brillaient alors qu'il les fixait, leur faisant comprendre qu'ils avaient attaqué en premier, donc ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Où ils pouvaient réagir, l'un des pommes de terre polies s'élança par derrière, tentant de le surprendre. En un instant, Juillon se retourna, ripostant avec un coup de pied vif au visage de l'attaquant. L'homme recula en titubant, se tenant la joue de douleur tout en jurant entre ses dents. Une jambe levée, Juillon imitait les mouvements du Jeet Kune Do, provoquant encore plus son adversaire. Enragé, l'homme riposta avec une pluie de coups de poing, mais Juillon esquivait chacun d'eux sans effort, son corps se déplaçant avec précision. La frustration déborda alors que l'attaquant ricana, l'accusant de n'être rien d'autre qu'un rat qui fuyait. La remarque a touché une corde sensible. Juillon a serré le poing, s'est retourné et a asséné un coup de poing puissant directement dans le dos de l'homme. L'impact lui a coupé le souffle, le laissant haletant, la sueur coulant de son front et la salive s'échappant de sa bouche. Une réalisation glaçante s'est imposée à lui. Juillon ne se contentait pas de copier les mouvements, il comprenait la boxe. Avant qu'il ne puisse se remettre, Juillon a enchaîné avec un coup final dévastateur, le faisant s'effondrer au sol avec un bruit assourdissant. Son corps était étendu dans un tas misérable. Juillon s'essuya le visage, jetant un coup d'œil aux hommes tombés avant de réaliser qu'il devait encore se rendre à l'école. Cela faisait un moment, et il ne voulait pas être en retard. Peu importe les compétences de l'unité spéciale, être témoin d'une telle scène de ses propres yeux faisait geler leur corps sous le choc. Seo observait le dernier soldat restant, analysant son hésitation. Le choix qui lui restait était clair. Même s'il continuait à se battre, il ferait inévitablement face au même destin que les autres. Cependant, le dernier homme refusa d'accepter la défaite face à un simple lycéen. C'était contre sa très limitée capacité cérébrale. Il sortit un couteau. Avec un élan désespéré, il frappa vers Juillon, qui esquiva l'attaque sans effort. La seule marque laissée était une légère égratignure sur sa joue. Touchant sa joue, Juillon soupira. S'il s'en prenait à lui, il ne resterait pas immobile. Sur ce, il se lança en avant, canalisant toute sa force dans un seul coup. La force de sa gifle était si puissante qu'elle défigura visiblement le visage de l'homme, le faisant tomber. Alors que la scène se déroulait, la leçon de Sion mais résonnait dans l'esprit de Juillon. Étape par étape, il apprenait à affiner et à contrôler son pouvoir. Debout parmi les soldats tombés, il réalisa quelque chose qu'il avait découvert. Surmontant
Avec enthousiasme, il adopta une pose de dab victorieux, célébrant son nouveau triomphe. Pendant ce temps, une silhouette musclée grignotait tranquillement une sucette sucrée, ayant observé toute la bataille. Un rire moqueur s'échappa de ses lèvres alors qu'il murmurait à voix basse, un produit défectueux. De l'autre côté de la route, l'homme regardait Juyon célébrer sa victoire. Sans hésitation, il sortit un appareil et rédigea rapidement un rapport de récupération. Il étiqueta Juyon comme un produit défectueux, notant son nom, sa localisation et sa capacité. Copica. Pendant ce temps, ignorant le danger imminent, Juyon poursuivait son chemin vers l'école avec Seo. À l'école, les yeux de Jizo s'écarquillèrent de surprise en voyant Juyeon après si longtemps. Elle appela son nom, émerveillée qu'il soit de retour. Sa réaction fit chaud au cœur de Juyeon. Elle se souvenait de lui. Contrairement aux autres qui semblent avoir oublié qu'il était même dans leur classe. En regardant ses bras, remarquant les veines et les muscles définis, la fille flirte ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée, comme si elle venait de découvrir son nouveau passe-temps favori. Elle a commenté sur le fait qu'il s'était entraîné. Des compliments comme ceux-ci n'étaient pas quelque chose auquel il était habitué. Les imbéciles ont commencé à s'éloigner, clairement pas faits pour supporter un peu de louanges. Les autres étudiants murmuraient également entre eux, surpris de le voir de retour. Pour eux, c'était comme si Juyon avait complètement disparu avant son retour aujourd'hui. Juste à ce moment-là, Seo est apparue, interrompant le moment. Elle lui a dit de ne pas faire d'histoire et lui a rappelé son rapport. Juyon hocha la tête, reconnaissant ses paroles. Jizo, cependant, se sentit devenir jalouse. La façon dont elles interagissaient lui faisait se demander comment elles étaient si proches. Il se demandait s'ils se rencontraient en dehors de l'école, d'autant plus que Seo avait également manqué beaucoup de cours récemment. Dans une autre salle de classe, Juyon était assis en train de faire un rapport à Min Do-hoon et Seon-mi sur sa récente rencontre. Il mentionna que, comme prévu, il y avait eu un incident en chemin vers l'école. Sian-mei écouta attentivement avant de demander ce qu'il ressentait à l'idée d'être de retour après si longtemps. Juyon prit un moment pour réfléchir. Il admit qu'auparavant, il avait toujours été caché, mais maintenant, cela semblait différent. Dehors, Seo restait en service, surveillant les étudiants qui passaient, s'assurant que rien de suspect ne se produisait. Min Do-hoon s'est appuyé sur sa chaise tandis que Seo-yeon avertissait Ju-young de faire attention. Il a hoché la tête en réponse. Avant. Or Juyon pouvait partir, Mindu lui rappelant de visiter le bureau du professeur, car il y avait des choses qu'il devait corriger en personne. Après un moment, dans le bureau du professeur, Juyon était assis en face de son enseignant, écoutant avec choc. Le professeur l'informa qu'il recevait désormais un soutien de la Fondation des bourses. Il a ajouté que les notes de Juyon étaient moyennes et qu'il était toujours silencieux, ce qui lui faisait se demander si Juyon s'adaptait bien à l'école. Pendant que Juyon traitait l'information, l'enseignant a continué, mentionnant que la Fondation l'avait décrit comme une personne très talentueuse. En raison de cela, l'école le soutiendrait pleinement à partir de maintenant. S'il ressentait un quelconque inconfort, il était encouragé à les en informer. En remettant le dossier de Juyona, l'enseignant révéla que le représentant de la Fondation avait fait une demande spéciale. Maintenant, il avait le pouvoir d'apporter des modifications à ses documents de dossier de vie. Juyon prit le stylo et, avec une hésitation silencieuse, apporta les modifications nécessaires. Peu après, il se leva, baissa la tête respectueusement et exprima sa gratitude avant de quitter le bureau. Juste au moment où il sortit, le regard du professeur tomba sur le document, où Juyon avait modifié un détail significatif dans la section listant ses parents, il avait remplacé le mot décédé par en recherche. Au siège, Sian-mei était assise, regardant Min Do-hoon avec étonnement, face à sa décision de renvoyer Juyeon à l'école. Elle supposait qu'il s'agissait d'une sorte de tactique de camouflage, envoyant Juyeon à l'école en échange de le faire travailler encore plus dur. Min Do-hoon, cependant, a nié ces suppositions. Il a simplement déclaré que, peu importe à quel point quelqu'un était extraordinaire, il restait un étudiant dans l'âme. L'école avait ses propres restrictions, mais il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être refusées à Juyon, des choses qu'il devrait naturellement pouvoir apprécier. C'était sa réponse à Juyon, le garçon qui avait un jour dit qu'il voulait mener une vie normale. Sian-mei, les yeux remplis de surprise, se pencha en arrière et murmura pour elle-même. Rencontrer certains des êtres les plus surnaturels du monde et chercher encore quelque chose d'aussi ordinaire qu'une école. Son prédécesseur l'était vraiment. Avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, Min Do-hoon leva nonchalamment la main, mettant fin à la conversation, et quitta la pièce. Ailleurs, à l'intérieur du bâtiment Neo-Connecting, le docteur Yintak était assis dans son bureau, examinant un rapport récemment livré. Ses yeux brillaient d'intérêt alors qu'il parcourait les détails. C'est le rapport sur ce produit défectueux. Un moment là, il prit le téléphone, il passe un appel. Savoir que une télévision a préparé, affirmant bien de VHSU. Il n'est pas capable d'entendre le son téléphone. 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 Il était satisfait qu'après tout ce temps, il l'ait enfin trouvé. À l'autre bout du fil,
Un homme se tenant près de plusieurs corps immobiles a rapporté que Juyon avait été en contact avec les coquilles Saint-Jacques. Il ne pouvait plus rester là à regarder. Le docteur Yintak a demandé s'il pouvait gérer la situation seul. L'homme, serrant les dents, exigeait le remboursement de tout ce qu'il avait enduré seul. Au début, il avait été prêt à laisser tomber si Juyon était resté caché tranquillement. Maintenant, cela n'était plus une option. Avec un rictus, il maudit entre ses dents et traita Juyon de singe ingrat. La bataille a commencé. Restez à l'écoute pour voir si Juyon s'élèvera en une force imparable ou sera entraîné dans l'abîme par ceux qui le traquent. Découvrez une vidéo YouTube si vous souhaitez en savoir plus dans notre partie 2. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Comme toujours, merci de regarder.